Bon, donc on va parler de ce sujet-là. Ce serait une erreur de croire que le psychodrame qui s'est noué autour de la dite pandémie de coronavirus est un élément fortuit dans l'histoire de l'humanité, comme l'ont pu être d'autres grandes épidémies que l'Europe a connues, notamment la peste, la lèpre, etc., qui ont ravagé l'Europe. Et c'est pourquoi, dans l'analyse des causes et des vecteurs sous-jacents à cette épidémie de coronavirus, il me faut remonter à l'émergence du plan de conquête mondiale qui a commencé avec les prémices de la Révolution dite française. Car tout a commencé là. Et rappelez-vous, j'en l'ai déjà signalé, j'en ai parlé à plusieurs reprises dans les conférences, je l'ai écrit dans plusieurs livres. Dès le début, les conjurés de la République, de la Révolution dite française, en appellent à la République universelle. À la République universelle. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance mondiale, avec sa traduction, le nouvel ordre mondial. Donc vous voyez, ça remonte au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, avec le développement de la Révolution dite française. C'est donc à partir de là que les hauts conjurés francs-maçons, et pour la plupart juifs, les Weishaupt, les Klotz, les Cagliostro alias Balsamo, Joseph Balsamo, Benjamin Franklin et d'autres, Ramsay, plaident pour l'avènement d'une république universelle. Tout commence là. Et vous allez voir par les étapes que je vais décrire la progression de ce complot. Alors, dans sa marche vers sa conquête mondiale, le mondialisme messianique qui commence à ce moment-là se sera appuyé sur différentes forces. D'abord, l'Empire napoléonien. Pourquoi ? Parce que l'Empire napoléonien, Napoléon, par ses armées, dirigées pour la plupart par des officiers francs-maçons, à mesure que se faisaient les conquêtes de l'Empire, semait des loges maçonniques à travers l'Europe. Donc les mots d'ordre de la maçonnerie, de la Révolution, commençaient à s'instiller dans toute l'Europe. Ça a été une première base. Puis, elle allait être progressivement remplacée à mesure que la puissance britannique, au travers du développement de sa puissance commerciale, allait s'établir. Et ça, c'est un aspect qui est mal connu, et pour cause, parce qu'on n'en parle pas. L'un des premiers éléments de cette conquête, cela va vous surprendre parce que je crois que vous ne l'avez pas entendu souvent, j'y ai déjà fait allusion je pense une fois, cela remonte au décret de Napoléon du 17 mars 1808 qui ouvrait les portes à l'émancipation des Juifs en France. Donc c'était l'émancipation sociétale et par la même politique du monde juif en France. Et ainsi, progressivement, la société, par sa finance et ses appuis politiques, de Francfort, Trèves et ailleurs en Allemagne, allait se transférer à la City de Londres. Et c'est à partir de la Cité de Londres qu'allait s'installer la puissance phénoménale des Rothschild sur le monde. Et ce sera à l'occasion de ce tour extrêmement astucieux, pervers,
de l'utilisation de la fausse nouvelle de la victoire de Napoléon à Waterloo, sur lequel s'est construit la fortune des Rothschild. Donc ils ont fait courir le bruit, informés par leurs émissaires bien placés, de la fausse victoire de Napoléon à Waterloo, pour provoquer l'effondrement de la bourse de Londres, pour pouvoir acheter à très bas prix les actions, et ensuite, vous imaginez les plus-values par la suite, quand on a appris que finalement, Napoléon avait été vaincu. Là, c'est une chose qu'il faut bien connaître, parce que voilà comment travaille l'ennemi. Par le mensonge. Il y a aussi un élément qu'il faut bien connaître pour comprendre toute cette évolution, que retrace notamment la revue Chiesa Viva. Je ne sais pas si vous connaissez cette revue, qui est en général très très bien informée, Chiesa Viva, d'origine italienne, qui dans son numéro d'avril 98 révélait un aspect non pas méconnu, mais occulté de cette conquête commerciale de l'Empire britannique, et qui allait imposer son hégémonie entre le XIXe siècle et l'époque actuelle. Là, surtout jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est quoi cette histoire-là? Eh bien, dès le début du XIXe siècle, la Compagnie des Indes orientales fut poussée par la couronne britannique à développer un commerce de l'opium entre le Bengale et la Chine. En réaction de quoi, l'empereur de Chine a voulu interrompre ce commerce, qui portait nuisance bien entendu à la santé de ses concitoyens, et a interdit, non seulement interdit ce commerce, mais a fait détruire une quantité assez importante de caisses remplies d'opium, appartenant à des commerçants anglais, et ce fut là qu'allait intervenir la puissance britannique. Ce fut celui qu'on allait appeler Lord Palmerston, un juif anobli. Vous pourriez traduire en Palmerstein, ce serait la même chose, qui, en réaction à cette interdiction de l'empereur de Chine, allait pousser à la première guerre de ce qu'on appelle la première guerre de l'opium. J'ai déjà fait allusion, d'ailleurs je pense dans l'une ou l'autre conférence que j'ai faite, et j'ai rappelé justement qu'à ce sujet-là, Hollywood avait fait un film qui s'appelait Les 55 jours de Pékin, avec le grand acteur Charlton Heston, qui renversait complètement la situation, puisque c'était le mensonge total et intégral. Il ne racontait pas du tout la véritable histoire de cette histoire. Donc, l'Empire britannique a gagné cette première guerre de l'opium, et par le traité de Nankin, l'Empire de Chine a dû payer des sommes astronomiques à l'Empire britannique, qui n'a fait que l'enrichir. Le traité de Nankin date de 1842. Et donc, ce fut la libre circulation de l'opium à ce moment-là. Et puis, il y a eu une nouvelle tentative de l'empereur de Chine d'interrompre ce trafic, et ce fut la deuxième guerre de l'opium pour les mêmes raisons. Et comme le note très bien Chiesa Viva dans son étude, ce fut l'assise financière de la conquête coloniale anglaise. La conquête coloniale anglaise s'est faite sur base du trafic de l'opium. Mais que se passe-t-il aujourd'hui? On vit exactement la même chose avec les trafics des États-Unis, du monde anglo-saxon, en Afghanistan, avec l'Amérique du Sud, où soi-disant ils s'opposent au trafic de drogue,
mais en fait, ils y poussent et en tirent les bénéfices. C'est ça aussi qui finance toutes les guerres faites par l'Empire américain, judéo-américain. Chiesa-Rive relevait aussi que cette entreprise se faisait, je cite, en étroite collaboration avec les banquiers juifs Goldschmidt, Montefiore, Hirsch, Rothschild, en liaison avec le Bnei Brit. Cette maçonnerie uniquement réservée aux Juifs. On voit ainsi le cheminement de la puissance cosmopolite, s'alliant d'abord avec la maçonnerie anglaise, ce que l'on appellera à l'époque le dessein anglais, ce qui fut la première mouture, disons officielle et apparente, du mondialisme qui commençait à montrer son visage. Et puis, cette puissance allait passer à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des mains de l'Empire britannique aux mains de l'Empire américain qui s'installait. Et il est évident que derrière cette puissance américaine, il y avait toute la finance juive qui avait progressé et qui allait profiter de la saga de l'Holocauste pour devenir l'artisan principal de cette conquête mondialiste. Je voudrais rappeler, une citation que j'ai déjà faite, mais qui est toujours bon de rappeler, cette réflexion de Benjamin Disraeli, qui fut Premier ministre de la Reine Victoria, qui avait succédé à Palmerston comme Premier ministre, qui disait ceci: « Le monde est dirigé par des personnages très différents de ceux qu'imaginent ceux qui ne se trouvent pas derrière la scène. » C'est exactement ce que nous vivons, en beaucoup plus développé. Alors, si à toute action, il faut de l'argent, je viens de vous indiquer quelles étaient les sources financières de l'Empire britannique et ensuite de l'Empire américano-sioniste, il faut aussi des structures. Et parmi ces structures, on va retrouver toujours les mêmes. Alors, il y eut, au départ de ce genre de structure, John Ruskin, Cecil Rhodes. Vous savez que Cecil Rhodes a été un des grands noms de la conquête coloniale britannique. Et leur disciple, le journaliste William Stead, qui ont créé cette Roadstead Society, qui allait devenir le vecteur de cette première phase du messianisme juif. Et là aussi, curieuse correspondance, elle était conçue sur le mode des cercles concentriques semblables à celle des Illuminés de Bavière de Weishaupt. Et pour la diffusion de ces idées, la Roadstead Society allait compter, grâce à William Stead, sur le Times de Londres, qui était la propriété de la riche famille israélite des Astor, anoblie, elle aussi. D'autres structures allaient venir appuyer le complot. Le Ruskin College, créé en 1899 par deux disciples de John Ruskin, avec le financier juif Jacob Schiff, qui fut un des financiers de la révolution bolchevique. Avec ses coreligionnaires, Hammer et Warburg. Et comme l'écrit Ian Moncomblé, leur but était, je cite, transformer les institutions en place et prendre méthodiquement et scientifiquement la possession du monde.
La Pilgrim Society, fondée en 1903 par Joseph Choate, John Hay et l'Israélite Henry Britton, tous trois proches des milieux illuminés, fabiens et socialistes américains, était dirigée, elle aussi, par Gavin Astor en Angleterre et aux États-Unis, par le banquier Harold Haim, le directeur du Reader Digest. Vous vous rappelez du rôle de désinformation mondiale qu'a joué le Reader Digest dans toutes ses études historiques. Ça a quasiment disparu, je crois qu'elle n'existe plus, mais je me rappelle qu'à l'époque, on parlait énormément de cette revue. Et puis, surtout, une autre structure dont j'ai déjà parlé, mais il faut constamment en parler quand on aborde ce genre de sujet, le British Israel. Le British Israel, constitué en 1919, très lié aux Pilgrims, qui dans son bulletin officiel National Messenger affirmait en 1933. Je regrette beaucoup pour ceux qui me connaissent déjà, ont déjà entendu ça, mais ça fait partie des textes constitutifs qu'il faut connaître et faire connaître. Voilà ce qu'il disait. La Grande-Bretagne et ses dominions autonomes, avec la République américaine et les Juifs, constituent toute la race d'Israël. C'est elle qui doit instaurer un gouvernement mondial appelé dans les Écritures le royaume de Dieu. Donc il faut retenir ce texte effarant fondamental, car là se trouve exposée l'idée directrice du messianisme juif destructeur de toutes les structures nationales et des peuples. Aujourd'hui, avec l'appui de la puissance yankee au travers des néoconservateurs, du Pentagone, les Rumsfeld, les Wolfowitz, les Pearl, les Fleischer, bien entendu la finance juive de Wall Street, et le blanc hybride avec son Anti-Defamation League, dirigent les États-Unis. Il faut rappeler que ce même British Israel tient un rôle fondamental dans la création et le financement du nouvel État juif en Palestine. Donc vous voyez, on trouve toujours les mêmes et toujours orientés dans le même sens. C'est pas un hasard, c'est pas un hasard de l'histoire, non, c'est une logique d'une action préméditée, poursuivie de siècle en siècle. C'est note encore le bulletin de la Société Augustin Baruel, une revue qui existait il y a quelques dizaines d'années, qui a disparu malheureusement, où il y a énormément de documents très intéressants. Si par hasard vous trouvez des numéros de ce bulletin, achetez-le. Le bulletin de la Société Augustin Baruel, qui était dirigé entre autres par quelqu'un que je connais bien, qui est Étienne Couvert, un de nos fidèles abonnés d'ailleurs à la politique. Donc voilà ce que disait le bulletin de la Société Augustin Baruel à l'époque. C'est ce mélange très particulier, puritain, juif, anglican et franc-maçon, acquis à l'illuminisme et à la gnose et à la kabbale, qui explique le choix par les grands financiers israélites des pays anglo-saxons comme base d'opération à but mondialiste. Parfaitement défini. Et puis, il y eut le transfert de la puissance financière américaine des mains de la High Society américaine des WASP, White Anglo-Saxon Protestants, entre les mains de la finance juive au tournant de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La puissance financière poussant à la puissance politique. Donc la politique américaine, aujourd'hui, n'a plus rien d'américaine.
c'est une politique juive, sioniste. Il est évident que la haute finance cosmopolite ne peut coexister avec des pouvoirs forts, protecteurs des intérêts nationaux, et que donc la disparition des frontières, donc la disparition des pays, à terme, est nécessaire à leur trafic et à leur installation. Et c'est tout de même amusant. On trouve chez certaines élites juives des textes surprenants d'honnêteté. Et je veux citer celui de l'écrivain israélien Abraham Yehoshua, qui le reconnaissait sous le titre de « La main de Dieu, Israël et les États-Unis ». Voilà ce qu'il disait. Au cours de ces dernières années, l'administration américaine s'est transformée par la grâce de ses structures du Sénat et du Congrès en une sorte d'annexe du nationalisme israélien. Je ne parviens pas à comprendre comment des citoyens américains sensés laissent leur gouvernement et leurs représentants agir à ce point à l'encontre des intérêts et des valeurs de leur propre pays. Chapeau. Alors, dans l'analyse des vecteurs qui poussent à la dictature mondiale cosmopolite, je voudrais m'attarder, revenir un petit peu sur le phénomène que l'on appelle les néoconservateurs aux États-Unis. Ils n'ont rien de conservateur, pas plus qu'ils n'ont rien d'américain. Et en fait, ça a été la transformation tactique d'un certain nombre de trotskistes, juifs, qui se rendant compte que l'aspect trotskiste révolutionnaire ne pénétrait pas la société américaine et qui se sont transformés dans une apparence de néoconservatisme pour rassurer et mieux pénétrer. Et ils sont parfaitement réussis. Et à ce sujet-là, il y a une étude particulièrement intéressante, très très bien documentée, d'un historien américain, Kevin MacDonald, qui met les choses parfaitement au clair. Et il pose la question suivante. Le néoconservatisme est-il un mouvement juif? Et il le démontrait par sa démonstration. Il citait comme figure principale, qui ne laisse aucun doute, Sidney Hook, Irving Kristol, Norman Podgorets, Clement Greenberg, Nathan Gleiser, Saul Bellow, Seymour, Martin Lipset, David Bell, Edward Shilts. Et c'est intéressant parce qu'en fait, cette évolution du gauchisme trotskiste en prétendu conservatisme, qui allait émerger du temps des Bush, père et fils, et surtout du fils, a commencé avec le début de la montée de l'antisémitisme dans l'Union soviétique, qui jusqu'alors avait été leur porte-parole, puisque c'était une révolution d'origine juive, comme vous le savez. Et c'est à partir de là que ce monde juif, très souvent d'ailleurs d'origine juive russe, allait se retourner contre la structure de l'Union soviétique. Bon, je ne vais pas vous faire toute la petite histoire de cela, l'histoire du complot des blouses blanches, Staline et compagnie et compagnie. Donc, c'est une réaction juive contre une évolution qui se tourne contre eux. Et ils vont donc cesser de se mettre à l'abri de l'Union soviétique qui commence à les rejeter en comprenant leur rôle nocif, pour se mettre sous l'abri de la néo-puissance américaine.
Il faut, entre autres petites choses, relever que Richard Pearl, ce fut Richard Pearl qui, en 1974, imposa la politique américaine d'échanges commerciaux bilatéraux avec l'Union soviétique, mais sous condition de liberté d'immigration des Juifs du RSS en Israël. Alors, parmi les autres influences marquantes de la tendance néoconservatrice américaine, MacDonald révèle celle de Leo Strauss, de l'université de Chicago, qui est l'un des fiefs de l'intelligentsia juive aux États-Unis, qui, entre autres choses significatives, déclarait « La démocratie exige d'être utilisée par une élite capable de manipuler l'opinion publique. » Cela ne vous rappelle-t-il rien? N'était-ce pas quasiment un copier-coller de ce que déjà Weishaupt avait dit à la fin du XVIIIe siècle, quand il disait « C'est dans l'intimité des sociétés secrètes qu'il faut savoir préparer l'opinion. » Vous voyez? Rien ne change, mais les figures changent au fur et à mesure des époques. Telle est donc l'utilité des médias pour cette nouvelle puissance politico-médiatique qui émerge et qui est issue des sophismes de la Révolution dite française. Donc, vous voyez, l'évolution d'étape en étape en étape. MacDonald note aussi que pour ce clan, la manipulation de l'opinion publique au nom de la guerre pour la démocratie et la liberté est beaucoup plus porteuse que ne le serait la défense officielle des intérêts israéliens. Donc on fait passer la défense des intérêts israéliens aujourd'hui sous couvert de la défense de la liberté et de la démocratie. Les guerres qui ont été faites contre l'Irak, les deux, la guerre, ou au moins la guerre civile fomentée en Syrie, s'est faite au nom de la démocratie, contre des pouvoirs autoritaires qui écrasaient le peuple. Mais au bénéfice de qui? Au bénéfice d'Israël et du projet de Grand Israël. Vous voyez la ligne directrice, constante, sous des camouflages différents. Et MacDonald fait remarquer, entre autres choses, que le responsable du département des plans spéciaux du département de la défense américaine, à l'origine de la désinformation sur l'Irak, vous vous rappelez tous les bobards qu'on a pu nous raconter à ce sujet-là, les couffeuses et compagnie, les armes de destruction massive, était qui? Un certain Abraham Shulsky, l'élève de Leo Strauss. Toujours la même filière. Alors, pour ce projet mondialiste, quel aurait été l'intérêt du marxisme, finalement? Eh bien, simplement, comme le faisait remarquer l'historien sud-américain Ivor Benson dans son livre de Zionist Factor, de servir d'explosif contre les nationalismes qui, en Europe, tout au moins dans la première moitié du XXe siècle, s'opposaient au développement du plan mondialiste. Et c'est à partir du moment où ces gens ont estimé que le travail a été fait par le marxisme qu'ils ont estimé qu'au fond, on n'avait plus besoin de l'Empire soviétique et que sa disparition faciliterait les échanges avec l'Est. On nous a dit que c'était grâce à l'action de Jean-Paul II. Ce n'était que des intérêts financiers, bassement financiers. Et cela s'est vérifié juste tant qu'a régné le faible Boris Elstine.
Mais là encore, c'est pour ça qu'il ne faut jamais désespérer en histoire. Il y a eu un petit accroc à l'évolution. C'est l'apparition d'un certain Vladimir Poutine. Ah! Qu'est-ce qu'il venait faire celui-là? Il était né dans le sérail, un ancien du KGB, lieutenant-colonel du KGB, tout de même pas rien. Très très proche collaborateur de Boris Eltsine, donc un homme du sérail, et qui un beau jour se trouve parachuté Premier ministre de la Fédération de Russie. J'en ai déjà parlé, ça restera un mystère de l'histoire, comment cet homme a subi cette transformation. J'en dirai un peu plus long à la fin de cette conférence, à cause d'une dernière nouvelle qui est arrivée. Mais c'est un phénomène très curieux, comme quoi on se rend compte à travers l'histoire que une certaine logique de l'histoire fait qu'un homme peut être transformé et se rappeler des racines de son pays. Et c'est ce qui est arrivé à Vladimir Poutine. Cet homme issu de cette formation marxiste internationaliste, qui étape par étape devient nationaliste russe et qui fait ressurgir le christianisme en Russie. Ah, ça c'était pas prévu. D'où la fureur de, comme il s'appelle déjà, Rothschild, je ne sais plus lequel était le prénom, il y a 1 an et demi à peu près, disant que Poutine avait trahi le nouvel ordre mondial. Ah, évidemment, pour eux, c'était la mauvaise surprise. Voilà, l'histoire a des retours curieux. Et il est tout de même une chose qu'il faut constater, c'est que finalement, pour la société russe, le marxisme aurait été nettement moins nuisible que la démocratie pour nos sociétés occidentales. Le marxisme, par sa violence, a obligé les gens à se renfermer, à se protéger intellectuellement, alors que l'empoison de la démocratie a perverti les peuples occidentaux. Et c'est ce dont accuse aujourd'hui Vladimir Poutine l'Occident. Je voudrais rappeler aussi, dans ce contexte, je l'ai déjà cité, je le cite encore, je le citerai certainement encore en d'autres reprises, ce texte de la lettre de Baruch Lévi à Karl Marx. Car tout y est exposé. Et on ne peut pas dire, nos milieux ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas été prévenus. Voilà ce qu'il disait. Le peuple juif en tant que collectivité sera son propre messie. Sa domination sur le monde sera réalisée par l'élimination des frontières et des monarchies, qui sont les bastions du particularisme, et par la constitution d'une république mondiale. Vous voyez la liaison avec la Révolution dite française ? République mondiale, République universelle. Dans cette nouvelle organisation de l'humanité, les fils d'Israël présentement dispersés dans le monde entier pourront sans obstacle devenir partout l'élément dirigeant, surtout s'ils parviennent à placer les masses ouvrières sous le ferme contrôle de quelques-uns d'entre nous. La propriété privée,
pourra alors être soumise aux gouvernants de race juive qui administreront partout les biens des États. Ainsi sera accomplie la promesse du Talmud, selon laquelle les Juifs, lorsque les temps seront venus, posséderont les clés des biens de tous les peuples de la terre. Vous ne trouvez pas que c'est prémonitoire, ça? Ça date de quand? Tout a été dit. Tout a été dit. Et il est regrettable que le monde chrétien, aux différentes époques, n'a pas su ou pas voulu réagir. Nous en subissons les conséquences. Je voudrais joindre à ce texte la déclaration que j'ai citée dernièrement aussi du rabbin Reichhorn. C'était à l'occasion de l'oraison funèbre qu'il prononça en 1869 sur la tombe du grand rabbin Simeon ben Yehuda. Et curieusement, cela préfigurait les protocoles des sages de Sion. On a parlé tout à l'heure, c'était ce matin en tout cas, lors de notre entretien, de ma conférence sur les protocoles du sage de Sion, qui a été interdite sur YouTube. C'est pour ça qu'on a fait un DVD à ce sujet-là. Donc ceux qui veulent avoir le DVD peuvent le commander. Or, juste avant que ne soit interdite cette vidéo par YouTube, on dépassait allègrement les 300 000 vues. Et malheureusement, Manuel, qui vient de partir pour des raisons familiales, nous a appris tout à l'heure qu'un site qu'il avait repris dépassait largement les 300 000 aussi. Donc vous voyez la puissance tout de même que peuvent avoir ces conférences, au point qu'une structure aussi puissante que YouTube et ceux qui sont derrière estiment qu'il faut supprimer. Mais dites-vous bien que tant qu'il y aura des gens qui dénonceront les faits et les vecteurs de ces faits, rien n'est perdu. Les choses ne sont perdues que quand on se couche. Et donc, dans sa réflexion, ce rabbin Reichhorn disait, c'était dans le point numéro 7 de sa déclaration, « Nous forcerons les chrétiens dans des guerres en exploitant leur orgueil et leur stupidité. » Ce fut l'origine des 2 guerres mondiales. Ils se massacreront et nettoieront le terrain sur lequel nous pourrons mettre notre peuple. Si en outre, on met en parallèle le texte de Baruch Lévi, celui du rabbin Reichhorn, avec les déclarations en 2003 de Michael Ledeen, membre néoconservateur de l'entourage de George W. Bush, prônant le chaos et l'anarchie pour imposer le nouvel ordre mondial, vous ne trouvez pas que ça correspond à notre situation aujourd'hui? Partout dans le monde. Ruiner les peuples pour imposer le gouvernement mondial sous prétexte de remettre de l'ordre. C'est comme ça qu'ils agissent. Et c'est ce qu'annonçait déjà Paul Warburg, c'est tout de même un peu plus connu, ça encore comme déclaration, qu'il faisait devant le Sénat américain le 17 février 1950. Et il disait, nous aurons un gouvernement mondial, que cela plaise ou non. Très démocratique. La seule question est de savoir s'il sera créé par conquête ou par consentement. Mais n'est-ce pas ce que Nicolas Sarkozy allait dire un peu plus tard, dans son affirmation, elle aussi fort peu démocratique, le 16 janvier 2009 ? On ira ensemble vers un nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer.
Dites-moi, vous qui lisez tout de même pas mal de choses, de journaux, de revues dans nos milieux, politiques laïques ou religieuses, qui relaye ce genre de texte? Pourquoi sont-ils silencieux là-dessus? Posez la question à vos abbés et autres curés. Donc, devant cette paranoïa, on ne peut qu'en constater que le monde juif ne s'est jamais relevé psychologiquement de la venue du Christ. Vous savez très bien la leçon que j'entends tirer de cela. Parce qu'ils n'apportaient pas le pouvoir sur le monde qu'ils attendaient de ce Messie. Et dès lors, au travers de leur sang et drain, comme l'a très clairement dit Baruch Lévi dans sa lettre à Karl Marx que je viens de lire, c'est le peuple juif qui s'institue son propre Messie et le Messie du monde. Dont toutes les guerres, tous les attentats, tout ce que nous vivons, pour progresser jusqu'à ce stade-là, jusqu'à la pandémie. Donc il leur fallait remplacer ce Messie inutile pour eux par ce nouveau projet en se proclamant leur nouveau Messie et leur rôle de Messie dans le monde. Bon, je ne vais pas m'attarder sur un certain nombre d'événements qui se sont produits depuis la Révolution dite française, mais surtout à partir du 19e, 20e siècle. Bon, rappelez-vous l'histoire du pseudo-sabotage du paquebot Maine en baie de la Havane, etc. Ce qui en est sorti, les Américains accusant les Espagnols d'être à l'origine de l'attentat, ce qui permit de faire une guerre contre l'Espagne et de déposséder l'Espagne de Cuba et des Philippines, etc., etc. Puis la Première Guerre mondiale, comment ça a été organisé. Un truc significatif des coups bas auxquels ces gens sont habitués. Rappelez-vous ce que j'ai déjà exposé, la façon de le Lusitania, ce paquebot soi-disant civil, transportant des passagers civils américains, mais aussi dans ses soutes de l'armement pour l'Angleterre, avait été sciemment dépourvu d'escorte navale par Churchill pour provoquer le torpillage de ce bateau. Et bien entendu, par ce torpillage, provoquer l'émotion médiatique des Américains pour justifier l'entrée en guerre des Américains lors de la Première Guerre mondiale. Et ça a été répétitif. Deuxième Guerre mondiale, bon, il y a eu la provocation aussi avec l'assassinat de l'héritier de l'Empire autrichien à Sarajevo. Donc, toujours attentats, meurtres, crimes de masse, etc. Ça a toujours été le fond de commerce de toute cette action, toujours dans le même but de la conquête mondiale. Rappelez-vous aussi le piège tendu par Roosevelt aux Japonais, à Pearl Harbor. Alors c'était quoi ça? Pearl Harbor, c'était la conséquence du blocus que les Américains avaient imposé au commerce japonais, et les Japonais qui n'arrivaient pas à trouver un terrain d'entente avec les Américains se sont dit, bon, il y en a marre, et ils ont cru intelligent de bombarder cette base navale de Pearl Harbor, où il n'y avait que de vieux rafiaux, mais malheureusement aussi avec les équipages. Et là encore, comme pour la guerre mondiale avec le Lusitania, l'indignation populaire et la justification pour l'entrée en guerre. Ce n'est que ça. Quand on étudie toutes ces périodes de l'histoire, c'est constamment les mêmes tactiques. Les pièges, les provocations, les meurtres, de façon à provoquer une réaction. Et à partir de cette réaction, dire, vous voyez, se victimiser, mais il faut faire la guerre, et hop. Avec la puissance médiatique, les peuples marchent.
Il en fut de même aussi pour la déstabilisation de l'Europe centrale, après la destruction de la Fédération de Yougoslavie. Vous vous rappelez la guerre qu'on a faite à la Serbie pour terminer le travail avec les Clinton et comment il s'appelait déjà, Madeleine Albright, né Korbel, c'est-à-dire qu'il était d'origine juive tchèque. Et cela avec la participation des démocraties européennes, dont la France, sous couvert de l'ONU, et dont le maître d'œuvre à l'époque était un certain Bernard Kouchner. Donc il y a des petits rappels comme ça qu'il faut tout de même connaître et rappeler méthodiquement. Et puis on arrive tout doucement à notre époque plus récente, la brusque émergente d'Al-Qaïda, le Daesh, qui apparaît comme ça brusquement, du jour au lendemain. On apprend que des attentats éclatent à droite et à gauche, qu'il y a des égorgements, oh là là, émotions, etc., etc., etc. Or, qui était le dirigeant de cet État islamique qui brusquement apparaissait? Un certain al-Bakr al-Baghdadi. Ah bon? Oui, mais quel était son vrai nom? Samuel Elliott, repéré par Edgar Snowden, qui est un ancien de la CIA, qui savait de quoi il parlait, et qui révélait que ce Samuel Elliott était un agent du Mossad. Donc là encore, couverture, faux semblant. Et alors là, je tiens à m'attarder un instant sur ce sujet parce que c'est tellement exemplaire de la capacité de tromperie de ce monde anglo-saxon enjuivé que c'est une démonstration absolue. Rappelez-vous comment au début on nous a indignés avec les crimes, les égorgements, vous voyez les photos, les gens égorgés par d'affreux djihadistes. Ouais. Ah oui, c'est pas beau du tout ça, c'est pas bien. Oui, mais alors c'est curieux parce que plus on en parlait, plus l'État islamiste s'étendait en Syrie. Et pourtant, on nous disait que les États-Unis bombardaient. C'est curieux parce que ces bombes américaines devaient produire la sortie de terre de nouveaux djihadistes. Parce que ça s'étendait de plus en plus. Curieux, non? Oui, alors d'autant plus curieux qu'à partir de 2015, non, 2011 je crois, un certain, encore lui, Vladimir Poutine, dit bon, maintenant ça suffit. Il a commencé à s'occuper sérieusement du petit problème. Et alors qu'on avait eu à différents mois où ça se développait, des cartes qui montraient l'occupation de plus en plus importante de la Syrie par l'État islamique, au fur et à mesure que Poutine et l'aviation russe commençaient à réellement bombarder les colonnes de Daesh, l'État islamique, progressivement c'était le retour à leur base. Comme c'est curieux. Alors on se demande, parce qu'on nous a montré tout de même à la télévision ces colonnes de blindés, de véhicules en général Toyota. Ah oui, qui les a fournis, dans lesquels se déplaçaient ces terroristes d'Al-Qaïda et qui miraculeusement passaient à travers les bombardements américains, et puis français aussi, et puis anglais aussi. Alors comment se fait-il que ces bombardements étaient aussi peu efficaces alors que lors de, en tout cas, la Deuxième Guerre mondiale, sur l'Allemagne, sur le Japon, y compris en France, l'aviation anglo-américaine et canadienne ont tellement bien rasé les villes, notamment les populations civiles, dont, entre autres effets glorieux et très humanitaires,
faisant brûler vifs les personnes réfugiées à Dresde, ville non défendue militairement, parce que considérée comme ville refuge. Allez sur notre site Nationalisme français, vous verrez le chapitre que j'ai dédié à ce sujet-là. J'ai décrit l'horreur de ce que furent ces bombardements au phosphore. Les gens qui se déplaçaient dans les rues et dont le macadam fondait et qui se trouvaient figés, emprisonnés dans ce macadam. Et ils sont revenus à 3 reprises, l'aviation anglaise et canadienne. À 3 reprises, pour liquider y compris ceux qui venaient en sauveur. C'est un véritable crime contre l'humanité qu'aucun tribunal international n'a osé juger aujourd'hui. Il faudra que ça vienne un jour. Voilà nos ennemis. Et je dirais, ce n'est pas tellement à nos ennemis que j'en veux, mais à nos milieux qui acceptent sans réagir que l'ennemi fasse ce qu'il fait, il est dans son rôle, mais que ceux qui sont agressés ne veulent pas le voir, détournent la tête pour ne pas le voir, ça, c'est impardonnable. Et là encore, je dirais à ceux que vous croyez être vos élites, crachez-leur leur lâcheté à la figure. Et on allait passer de cette phase de ces guéguerres, si on peut parler de guéguerres, à la phase des attentats. Et là aussi, c'est une chose qu'il faut observer de très très près, j'en ai déjà parlé. Rappelez-vous, j'ai fait une conférence sur ce que j'ai appelé les crimes d'État. Vous pouvez vous y reporter. Je vais faire quelques petits rappels, là encore, assez rapidement. L'affaire Meyrat. Vous vous rappelez de tout le cinéma qu'on nous a monté à propos des 2 attentats qui avaient lieu à Toulouse et à Montauban. Alors, il y avait des militaires français qui avaient été liquidés. Curieusement, c'était d'ailleurs des militaires français qui étaient d'origine maghrébine. Curieux. Et deuxièmement, l'histoire, là là, qu'est-ce qu'on n'a pas parlé à la radio, des victimes à l'école juive de Toulouse. Curieusement, on n'a jamais vu les cadavres. Ah, ils sont tout de suite partis. Ils sont tout de suite partis en Israël. Et alors, petite chose, bon, j'en ai déjà parlé, mais en résumé, il y a tout de même une chose qui a attiré l'attention à l'époque, c'est que Meyrat, alors qui était Meyrat? Meyrat était un collaborateur de la DCRI, dirigé à l'époque par Bernard Squarcini, qui venait d'être nommé par Nicolas Sarkozy. Et Meyrat, d'après les renseignements qu'on nous a donnés par nos médias, était très copain avec Squarcini. Et c'est ce Meyrat qui sera accusé d'avoir fait ces 2 horribles attentats. Et le problème, c'est qu'au moment où le GIGN commence à tirer sur Meyrat, Meyrat leur dit « Mais pourquoi vous me tirez dessus? Pourquoi vous voulez me tuer ?» Alors, de la part de quelqu'un qui normalement devrait être coupable, je trouve que c'est assez curieux comme réflexion. Ça semble indiquer qu'en fait, il a été qu'un bouc émissaire. Et que c'est quelqu'un d'autre qui a été l'auteur réellement de ces attentats. Et répétitif.
tous les autres attentats ont correspondu à peu près à la même chose. Qu'elle a enchaîné. Qu'elle a enchaîné le... Charlie. Charlie. Ah, allez. Charlie. Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. Oui. Rappelez-vous, Oui. C'est pas- comment est-ce que Bernard Cazeneuve, ce si bon premier flic de France, elle les a retrouvés tout de suite? Ah, mais oui, il y avait leur carte d'identité dans leur voiture. Ah oui. Et c'est répétitif, encore une fois, à chaque fois, dans tous ces attentats, jusqu'à celui de Strasbourg, qui est le dernier grand attentat, au lieu de, je dirais, tirer aux pattes de ces terroristes, mais non, on leur tire carrément dessus pour tuer. On ne parle pas. Donc, il n'y a pas d'enquête, et on ne peut pas remonter au donneur d'ordre. Ah, comme c'est curieux. Pourquoi ne faut-il pas remonter jusqu'au donneur d'ordre? On aurait peut-être quelques surprises là. Donc vous voyez, toujours ces méthodes, le mensonge, le camouflage, c'est répétitif. Et ça a été vrai pour Charlie Hebdo. Et il y a eu encore une phase encore plus scandaleuse. Rappelez-vous, c'est pas que je meurs d'amour pour les représentations qui se faisaient dans cette salle de spectacle qui projetait un certain nombre de trucs quelque peu sataniques. Vous voyez de quoi je veux parler? Pourquoi est-ce que les militaires de la structure, comment ça s'appelait déjà, c'était Sentinelle je crois, qui étaient à proximité, ont reçu l'ordre de ne pas intervenir? Ordre du responsable militaire de Paris, le général Bruno Loret. Lui-même sur ordre de qui? Donc voilà. Et puis, rappelez-vous, l'égorgement du père Jacques Hamel, le 26 juillet 2016, égorgé par 2 islamistes fichés S. Je me demande bien à quoi ça sert de ficher les gens si on ne les sort pas hors du circuit. Et le plus beau, c'est qu'on allait apprendre que la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris avait eu connaissance d'un message d'un des terroristes qui a annoncé un attentat dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Pourquoi? Vous trouvez pas ça curieux? Et puis ensuite, l'égorgement de 2 jeunes Françaises en gare de Saint-Charles à Marseille. Le 1er octobre 2017. Là encore, par un islamiste fiché S, toxicomane en situation irrégulière. Croyez pas que tout ça s'est voulu par le pouvoir? Enfin, je dis ça comme ça, hein. Je peux me tromper. Et puis finalement, le dernier gros attentat en date, celui de Noël à Strasbourg, le 11 décembre 2018. Alors comment se fait-il que ce type, alors que soi-disant les abords du marché étaient soigneusement gardés, ait pu rentrer avec armes et bagages, si j'ose dire, pour tirer et tuer, jusqu'à ce qu'il soit, à son tour, encore un, tué, sans qu'on lui tire dans les pattes pour l'immobiliser. Vous trouvez pas ça curieux, non? Ce genre d'analyse que je vous livre aujourd'hui, et c'est pas la première fois que je le fais, comment se fait-il que je sois quasiment le seul à le faire remarquer? Où sont les autres? À quoi servent-ils? Et tout ça a été couvert successivement par les Sarkozy, les Hollande, Macron bien entendu,
avec leurs âmes damnées, les Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, tous deux membres du Grand Orient de France. Comme c'est curieux. Puis un autre petit aspect aussi de cette conquête mondialiste, à laquelle il faut tout de même faire allusion, c'est la diffusion de l'acceptation de l'homosexualité et de la théorie du genre, qui va avoir quoi comme effet? De réduire le renouvellement de la race blanche en Europe. Pour regarder les choses en face, à tous ces actes, il y a une explication derrière. Cela participe du même plan mondialiste. Puis bien entendu, l'immigration-invasion. Venir se plaindre, comme le font certains dans nos milieux, de l'immigration-invasion, sans comprendre qu'ils ne sont pas venus à la nage. S'ils sont là, c'est parce qu'il y a une volonté politique qui les fait venir. Et on les fait venir par des pompes aspirantes, qui sont tous les avantages économiques qu'on leur offre, que les Français les plus nécessiteux n'ont pas. Alors, quand on veut régler un problème, d'abord il faut une volonté politique, et il faut prendre les moyens, justement, qui sont des moyens très simples. On coupe les pompes aspirantes, et on ferme les frontières. D'ailleurs, contrairement à ce que certains voudraient croire, d'ailleurs j'ai des ennemis de deux côtés, tant de ni chaud ni froid. Certains dans nos milieux disent « Ah, mais il défend l'immigration musulmane ». Ah bon? Je mets l'église au milieu du village, c'est très différent. Ce ne sont pas les musulmans qui viennent en France que j'accuse, c'est le pouvoir politique qui les fait venir. S'ils viennent en France, c'est peut-être pour survivre aux conséquences de la décolonisation gaulliste. Pas oublier ça. Et il y en a qui veulent sincèrement s'intégrer. Et je le sais par les correspondances que je reçois. Et parfois dans des termes que j'aimerais entendre dans la bouche de certains Français de souche. Mais je ne suis pas pour autant pour l'immigration-invasion. Nuance. Et puis, on allait passer à une autre étape. On allait passer de ce que l'on peut appeler la terreur terroriste à la terreur sanitaire. Et regardez bien la progression. Il y avait eu déjà des trucs assez étranges en Afrique. L'émergence du sida, notamment à la suite de vaccinations curieuses contre la variole. L'émergence de l'Ebola et de la fièvre hémorragique du Nil, qui les fait tout de même quelques victimes. Mais enfin, curieusement, ça n'a pas provoqué les dégâts que probablement certains escomptaient. Et puis on a eu une approche en Europe de première tentative de panique du public, la grippe H1N1. Rappelez-vous du temps de Sarkozy, avec la douce Roselyne Bachelot, la campagne de terreur instaurée. Vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Le problème, c'est que ceux que j'ai pu connaître qui s'étaient vaccinés, pas tous heureusement, mais beaucoup sont vraiment tombés malades quand même. Donc, je ne vois pas très bien à quoi ça sert le vaccin, sans compter tout ce qu'il y a comme adjuvant dans les vaccins comme on le sait aujourd'hui. Et puis, alors ce qui est curieux, c'est que c'est de cette époque-là que date une déclaration fondamentale qu'il faut faire connaître autour de vous, je vous en supplie. Celle de Jacques Attali.
C'était publié dans l'Express du 11 juin 2009. Et voilà ce qu'il disait. L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que quand elle a vraiment peur. Une pandémie mondiale fera alors surgir la prise de conscience de la nécessité d'une police mondiale, d'un stockage mondial et donc d'une fiscalité mondiale. On en viendra alors beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique à la mise en place, à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. Gouvernement mondial, République universelle. Vous voyez, d'étape en étape, en étape, en étape, l'aboutissement. Il y a eu Alexandre Adler, à la même époque, en 2019, qui dans un livre sortait à peu près le même genre de déclaration, même origine ethnique, inutile de le souligner. Alors, à propos de la grippe H1N1, je voudrais tout de même revenir sur un certain nombre de déclarations qui tout de même étaient très, très, très révélatrices. Je les avais publiées dans le numéro 102 de La Politique, donc les abonnés à La Politique peuvent le retrouver, numéro 102, de décembre 2009. Dans lesquels je donnais un certain nombre de citations qui révélaient ce qu'il y avait de sous-jacent justement à cette panique organisée. En février 2009, Jeanne Bergmeister, collaboratrice des revues scientifiques mondialement reconnues Nature, British Medical Journal, The Scientist, Reuters Health, déposait plainte devant le parquet de Vienne en Autriche contre Baxter AG, Baxter International, Avir Green Hill Biotechnology pour, je cite, développement, production, diffusion et utilisation d'armes biotechnologiques de masse entre 2008 et 2009 dans le but de provoquer une pandémie globale de grippe aviaire afin de réaliser une opération financière extraordinaire avec des actes qui vont à l'encontre des lois relatives à la criminalité internationale et les crimes de masse. Plus révélateur encore, cette déclaration du 22 mars 2009 des conseillers de Gordon Brown, qui à l'époque était le Premier ministre de Grande-Bretagne. Messieurs John Leake, Brian Montague et John Porritt, qui estimaient la population britannique doit être réduite de 30 millions d'habitants pour former une structure durable. Le 31 mars 2009, le docteur Nina Fedorov, conseiller technique de George W. Bush, puis de Barack Obama, déclarait à la BBC « Il y a déjà trop de personnes sur Terre ». Et de là, on allait voir se développer cette politique de dénatalité. Alors je ne reprendrai pas cette parole de l'Évangile qui dit « croissez, multipliez-vous », que certains interprètent sur le plan physique, ce qui est une erreur. C'est sur le plan de la foi que ces paroles étaient dites. Alors quand certains de nos curés qui ne sont pas mariés viennent nous dire « faites des enfants », c'est pas tout de faire des enfants. Au moment où on les fait, c'est agréable, mais après il faut gérer. Réfléchissez à ce que je vous dis. Croissez, multipliez-vous, c'est pas sur le plan physique, c'est sur le plan religieux, de la foi. Là encore, vous savez très bien que je crois, très performant pour dénoncer l'action d'un certain monde juif. Mais je sais aussi reconnaître l'honnêteté de certains d'entre eux.
dont cette déclaration le 25 avril 2009 à Los Angeles du Dr Horowitz, spécialiste des maladies émergentes et du terrorisme bactériologique. Il dénonçait le rôle du Vaccine Pipeline anglo-américain du Dr Robertson et de Novavax. Et il avait, comme le professeur Montagnier plus tard, dénoncé le rôle des vaccinations contre l'hépatite B organisées par l'Organisation mondiale de la santé dans l'apparition du sida. Curieusement, le 29 avril 2009, l'Organisation mondiale de la santé, émanation de l'ONU, comme vous le savez, et de la Fondation Rockefeller, déclarait le niveau 5, oh là là, de pandémie. Or, selon les chiffres, et vous allez voir la correspondance avec notre époque, selon les chiffres de l'époque, la mortalité des personnes fragiles était de 0,2 pour 1000 pour la grippe H2N1, soit 10 fois moins que pour la grippe saisonnière de 1 pour 1000. N'avez-vous pas été frappé, je me répète sans doute, que cette année, il n'y a pas eu de mortalité par la grippe saisonnière? Comme c'est curieux. On ne parle que du coronavirus. Pardon, le Covid-19, plus scientifique. Vous n'avez pas l'impression qu'on se paye un petit peu votre tête? Et le pire, c'est avec la reconnaissance des Français. Ah, le gouvernement nous a bien défendus en nous confinant. Merci. C'est pas hurler, ça? Donc voilà comment travaillent ces entités. Et on est passé ainsi des guerres, des attentats, de la terreur des attentats islamiques sous false flag, à la terreur sanitaire pour faire courber l'échine au peuple, et notamment au peuple français, avec l'avantage au passage de supprimer les manifestations, notamment contre les retraites et autres petites choses qu'on leur reproche au gouvernement, mais aussi en prévision de la volonté avérée de vaccination mondiale, poussée, s'il vous plaît, avec des adjuvants d'ADN humaine qui, selon certaines études, risquent de provoquer la modification de notre propre ADN, donc de notre être. Est-ce que vous vous rendez compte dans quel monde de monstres nous vivons? Sous la direction de quel monstre nous sommes? Et là encore, je vous pose la question, pourquoi ce que je dis publiquement, qui sera diffusé sur les ondes, je suis le seul à le faire? Posez la question autour de vous, à vos autorités morales et politiques. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais je vous dis, le fardeau est un peu lourd. Et alors, au hasard des différentes informations qui peuvent apparaître de façon quelque peu fugace sur Internet, et je vous demande, je vous implore, quand vous voyez passer une information importante, prenez note et prenez la référence, parce que ça ne dure pas en général. Et entre autres, je voudrais vous citer cette information assez significative.
Elle date de 1998. C'est l'hebdomadaire britannique, le Sunday Times, qui avait signalé, je cite, qu'Israël travaillait à la fabrication d'une arme bactériologique ethnique contenant des micro-organismes génétiquement modifiés qui n'affecteraient que les Arabes, mais pas les Juifs. Vous en avez entendu parler ? Le programme est basé à l'Institut de Ness Ziona, un centre de recherche ultra secret sur les armes bactériologiques situé au sud de Tel Aviv. Les recherches sont compliquées par le fait que Juifs et Arabes partagent la même origine sémite, mais les responsables du programme ont néanmoins réussi à identifier une caractéristique particulière dans le patrimoine génétique de certaines communautés arabes, irakiens en particulier. Bien entendu, tout ça c'est pour le bonheur de l'humanité. Et notez, le journal britannique en question, tout de même, c'est le Sunday Times, quand même, il le dit. La maladie pourrait être transmise par voie aérienne ou en contaminant l'eau. Et le plus beau, encore une juive honnête, une députée de la Knesset, vous savez que la Knesset c'est le Parlement israélien, déclaré « Ne soyons pas naïfs. Nous savons que le coronavirus s'est propagé parce qu'il a été conçu dans le cadre d'une guerre biologique. Puis, critiquant l'impuissance du gouvernement israélien face à l'épidémie du coronavirus, elle posait la question. Israël aurait-il fabriqué une arme qui aurait échappé à son propre contrôle ? Où peut-on trouver cet article en français ? Je le publierai, je crois qu'on l'a publié déjà dans la politique, il faudra que je vous donne les coordonnées. Donnez-moi vos coordonnées et je vous enverrai ça. Et d'ailleurs, c'est très curieux parce que c'est au point que, selon CNN, donc la chaîne américaine CNN, les États-Unis qui devaient faire des manœuvres conjointes avec Tsahal ont annulé cette manifestation. Et effectivement, l'épidémie de coronavirus a pris des proportions importantes en Israël. Donc voilà, quand on joue à l'apprenti sorcier, ça risque de vous retomber sur la gueule. Et j'espère que ce sera l'aspect positif de cette chose, c'est que les petits malins qui auront lancé ce genre de choses, et rappelez-vous les déclarations du professeur Montagnier, comme quoi le virus corona, qui est connu, parce que c'est pas d'aujourd'hui qu'il apparaît, il existait déjà, a été manipulé en ajoutant un des facteurs du sida. Professeur Montagnier. Donc voilà, ce que je voulais rappeler avant d'aborder le sujet clé de nos jours, l'épidémie de coronavirus. Et du rôle très étrange joué par l'État. Alors, revenons au fait. Après qu'Emmanuel Macron ait refusé, alors je pense que vous l'avez entendu au début du processus, de fermer les frontières. Ah oui, mais on fermait les frontières de Schengen. À quoi ça servait ça? Donc il a refusé de fermer les frontières nationales
de dépister précocement toute personne suspecte d'être infectée, de l'isoler et de la traiter, faisant ainsi l'épidémie se propager. Agnès Buzyn, dans Le Monde du 17 mars, assurait avoir alerté l'Élysée sur les risques du nouveau coronavirus 19 qui arrivait de Chine. Ah bon? Elle assurait qu'elle était au courant de l'ampleur que prendrait l'épidémie du Covid-19 et accusait Macron et Édouard Philippe de ne pas avoir tenu compte de ces avertissements de la catastrophe sanitaire qui se profilait. Je cite, « Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Le 11 janvier, j'avais envoyé un message au président sur la situation, affirmait-elle, et prévenu Édouard Philippe le 30 janvier pour l'avertir. » Pourtant, Dame Buzyn avait assuré le 20 janvier, je cite, « Le risque d'importation depuis Wuhan est quasi nul. Le risque de propagation du coronavirus dans la population est très faible. De toute façon, nous sommes équipés pour y faire face. » Donc elle a menti aux Français. Et alors, étape. Le 13 janvier 2020, alors que commençait la contamination, Agnès Buzyn et Jérôme Salomon, directeur général de la santé, classaient la chloroquine comme substance vénéneuse par l'arrêté du 13 janvier 2020. Comme c'est curieux. Ce qui revenait à en interdire la vente, alors que les premiers résultats du protocole du professeur Raoult montraient son efficacité, et non seulement en France, mais en Chine. Début mars 2020, le professeur Raoult et ses travaux commençaient à faire l'objet en France d'une étrange campagne de dénigrement. Il était menacé de mort. Et le propre site du ministère de la Santé assurait que les premiers résultats de ses guérisons par son traitement étaient une fake news. Et cela alors que les Chinois démontraient que le traitement était efficace chez eux et que d'autres pays, notamment l'Algérie, le reprenaient à leur compte. De ce fait, si la chloroquine est effectivement active contre le coronavirus, alors que le classement par Buzyn et Salomon de la chloroquine comme substance dangereuse, vénéneuse, cela a tous les aspects d'un crime contre l'humanité. Avez-vous entendu les dernières déclarations du professeur Christian Perron? Premièrement sur BFM TV et deuxièmement sur Sud Radio, dans lequel il disait, en plus de ça, je vois que vous avez le livre, bravo, j'ai fait une petite allusion, et dans lequel il accusait, il faut voir la vidéo, je crois qu'on la trouve encore, il accusait le pouvoir que si on avait suivi le protocole du professeur Raoult, ça aurait évité la mort de 25 000 personnes.
Qu'est-il sorti de cette déclaration? Eh bien, à quelques jours de là, on apprenait que l'ordre des médecins mettait en examen le professeur Perron, comme l'ordre des médecins l'avait déjà fait suite à l'opposition du professeur Joyeux envers les vaccinations de Madame Buzyn, et contre le professeur Raoult pour s'entêter à soigner les petits Français. Voilà à quoi sert aujourd'hui l'ordre des médecins, sous la coupe du pouvoir, comme la justice de la République. Un certain François Fillon en sait quelque chose. Vous voyez par qui nous sommes gouvernés? Là encore, je vous dirai, combien d'autres, à part moi, aujourd'hui, entre autres, et notamment dans notre lettre d'information, révélons tout ça. Le plus beau, ce sont des apolitiques qui vous sortent les vérités, dont le professeur Raoult, dont le professeur Perron, pas des hommes ou des femmes engagés en politique, dits nationaux ou catholiques. Où sont-ils? Que font-ils? À quoi servent-ils? Il y aura des comptes à régler un jour. Je ne sais pas si on y arrivera, mais je vous garantis que si on y arrive, il y aura des comptes à régler. Puis rappelez-vous toutes les variations. Bon, il n'y avait pas de masque en France. Et comme, encore une chose qu'a révélé le professeur Christian Perron, comment se fait-il que les réserves de chloroquine ont disparu et disparu en France? Et dans le même temps, on apprenait que Benjamin Netanyahou félicitait le Mossad d'avoir réussi à se procurer ce qu'il fallait pour Israël. Ah, mais c'est curieux. On dirait qu'il y a eu un transvasement. Disparu la chloroquine en France, sauf pour l'armée. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça a été efficace pour le Charles de Gaulle. Et puis les masques. Mais non, ça ne sert à rien de mettre des masques. Bah, évidemment, il n'y en avait pas. Et le personnel soignant s'en est rendu compte, effectivement. Bon, mais alors pourquoi est-ce que les hôpitaux centraux étaient à ce point surchargés? Et là encore, on se rend compte de la manipulation, de la volonté de nuisance du pouvoir. Car les grandes cliniques se sont offertes pour désengorger les hôpitaux. Et en plus de ça, étaient mieux équipés que les hôpitaux centraux en masques et autres substances nécessaires. Autre élément, les tests de dépistage. Comment se fait-il que le pouvoir macronien ait refusé l'aide proposée par les laboratoires vétérinaires, habitués à traiter des problèmes justement de pandémie chez les animaux, ayant les éléments nécessaires pour tester? Ils n'ont jamais eu la moindre réponse de l'État, c'est-à-dire, à l'époque où elle y était encore, de la Buzyn, et de la suite par Olivier Véran, et surtout de Jérôme Salomon. Pourquoi? Tout cela ne participe-t-il pas à une volonté de laisser se diffuser l'épidémie de façon à provoquer la panique sanitaire et faire courber les Chines aux Français? Faire courber les Chines aux Français. Je pourrais encore vous donner le mérite d'autres choses, mais enfin bon. Donc, entre autres choses que je voudrais vous faire remarquer, et que je vous demanderai tout de même de faire comprendre autour de vous, plus que du coronavirus,
C'est de notre gouvernement qu'il faut avoir peur. Et de toute la chaîne de gouvernement, de la tête de l'État jusqu'aux exécutants. Alors, ce qu'il y a tout de même de très intéressant à déceler derrière tout ça, c'est qu'il y a un mélange de buts idéologiques, qu'est le complot mondialiste, République universelle, gouvernance mondiale, on en voit la progression, comme j'ai essayé de vous le décrire, mais aussi des intérêts financiers faramineux, notamment avec le projet de vaccination mondiale obligatoire, ce qui veut dire des centaines de milliards de doses, avec ce que certains scientifiques nous annoncent, pucer de façon à pouvoir tracer l'être humain. Donc on n'est plus libre, on ne sera plus libre. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans mon dernier éditorial du dernier numéro de la politique que je disais, mais Wells et Orwell ne savaient pas si bien dire, l'un avec son meilleur des mondes et l'autre avec son 1884. On est en plein dedans. Big Brother. On est en plein dedans. Donc voilà ce que je voulais vous énumérer, de façon à ce que vous puissiez à votre tour mettre en garde autour de vous et faire réagir. Alors, il est évident qu'on pourrait se dire, comme certains disent, c'est toujours pratique de baisser sa culotte quand on n'a pas ce qu'il faut dans le pantalon pour réagir. Je m'excuse d'être trivial, mais c'est comme ça. On pourrait se dire, comme certains justement disent, que je dénonce, c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Pour des gens qui n'ont jamais rien fait, c'est pas étonnant. Mais, rappelez-vous ce que j'ai dit au cours de la conférence du rôle d'un certain Vladimir Poutine. Les carottes ne sont pas cuites. Il y a de plus en plus de pays, malheureusement pas le nôtre, qui réagissent. Il y a deux facteurs qui vont jouer, et probablement assez rapidement. L'un, la déstabilisation ethnique aux États-Unis, qui une fois de plus démontre que tout État multiracial est multiconflictuel. Que tout pays peut, je ne dirais pas doit, mais peut accueillir un certain nombre d'étrangers. Mais qu'il y a un seuil à ne pas franchir. Et que l'on doit choisir ce que l'on veut accueillir. Ça, vous savez, je le dis constamment. Donc il va y avoir une révolution ethnique certainement aux États-Unis et hélas, ça pourrait bien nous arriver en France. Et regardez comment de l'affaire Floyd aux États-Unis, on nous a monté l'affaire Traoré en France. Tout en oubliant de dire que la famille Traoré, d'ailleurs multirécidiviste criminellement, a des ascendances esclavagistes. Pas mal quand on veut donner des leçons. Donc ça, c'est un des facteurs, en tout cas, qui risque de faire s'écrouler assez rapidement les États-Unis. Et puis, deuxièmement, il y a la tactique que je souligne déjà depuis plusieurs années, depuis facilement 5 ans, je crois, quand Vladimir Poutine a décidé d'imposer la dédollarisation des échanges commerciaux. Or, cette dédollarisation qui progresse de plus en plus, acceptée de plus en plus par les pays, va scier le socle de la puissance économique américaine, donc judéo-américaine. Et dans tout ce qui se passe aujourd'hui,
dans cette accélération de l'histoire que l'on voit avec l'utilisation de la pandémie de coronavirus, je me demande si ce n'est pas la conséquence de la panique qui s'installe chez ces élites mondialistes par peur de perdre la main, et que c'est une lutte de vitesse entre l'affaiblissement qu'ils voient venir de leur force et qu'ils veulent imposer l'accélération de l'histoire pour imposer leur volonté. Je pense qu'il y a de ça. Et alors, élément qui vient confirmer ce que je dis. Avez-vous lu les termes de la nouvelle constitution russe? Premièrement, cela permet à Vladimir Poutine de se maintenir jusqu'en 2026. 36. Il faut voir les commentaires de la presse. 36. 36, c'est encore mieux. 36, exactement 36. Et deuxièmement, ce qu'il dit, cette constitution russe impose la loi naturelle contre toutes les déviations homosexuelles et toutes les perversions sexuelles, fait allusion nommément à Dieu. Cela ne vous évoque pas certains individus qui nous disaient que Poutine était un mondialiste? Un certain Pierre Hillard, entre autres? J'ai lu les termes de cette constitution, je serai au pouvoir en France, j'aurai rien à modifier pour l'appliquer chez nous. Seule différence, c'est que la religion est orthodoxe et non pas catholique. Et alors? Et alors? Donc voilà pourquoi je dis, d'ailleurs, vous pensez bien que depuis les années où j'ai repris le flambeau de mon père, en 2001, si je continue à me battre, c'est parce que je crois qu'on peut l'emporter. Mais il serait peut-être temps que d'autres s'associent aussi au combat. Et là, malheureusement, on ne se bouscule pas à la porte. Nos milieux sont d'une lâcheté épouvantable. Et je tiens, je l'ai fait ce matin lors de notre entretien, à saluer le courage de Jérôme Bourbon d'avoir publié sur 2 pages entières de Rivarol mon entretien, où je dis un certain nombre de choses qui n'ont pas dû plaire à tout le monde dans nos milieux. Et comme dit Bourbon, parlant de moi comme le poil à gratter du nationalisme, j'ai bien l'intention de continuer à gratter et de plus en plus. Avec votre aide à tous. Merci de votre attention. Si vous avez des questions. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit. J'ai eu plusieurs discussions avec Jérôme Bourbon il y a quelque temps, et il m'a dit les nationalistes, s'ils continuent comme ça, ils vont droit dans le mur. Et évidemment, les nationalistes n'ont pas de stratégie de prise du pouvoir. Et c'est là-dessus qu'il faut réfléchir. Et les nationalistes commettent 2 erreurs. D'une part, ils idolâtrent la nation. Alors, certains nationalistes que vous connaissez se disent chrétiens. On ne peut pas idolâtrer quelque chose et se dire chrétien. Entre Dieu et la nation, il faut choisir. Et ça, donc, première conséquence, c'est qu'ils ne sont pas en mesure d'établir un projet de société. Et pourquoi ne peut-il pas établir un projet de société? Parce que le nationalisme, je lis Rivarol toutes les semaines avec passion,
Et donc c'est là que je découvre qu'au niveau européen, c'est Rivarol qui le dit, les nationalistes c'est une pléiade, il y a une diversité politique énorme. S'il y a une diversité politique énorme, ça veut dire que le nationalisme n'est pas en mesure d'établir une ligne politique et une stratégie de prise du pouvoir. Et la deuxième conséquence de cette idolâtrie de la nation, c'est qu'ils prennent la nation comme un tout. Or, alors évidemment après, je lis de la part de certains, on dit oui, mais alors finalement, les Français sont des bœufs, ils ne bougent pas. Effectivement, quand on prend la nation comme un tout, ben, c'est pas possible. On ne va pas se réveiller un beau matin avec la nation tout entière qui se soulève, qui dit moi j'ai tout compris, et puis on va y aller. Bon, est-ce que je peux vous répondre? Et là, par contre, un des éléments de la stratégie, c'est que la nation, effectivement, c'est une diversité. Enfin, je dis une palissade. Et donc, si on veut construire une stratégie de prise du pouvoir, il faut se mettre à la portée des gens. Il faut constater qu'il y a des groupes sociaux différents, avec des niveaux de conscience différents, et il faut se mettre à la portée de chaque niveau de conscience et avancer avec eux. C'est ce qui n'est pas fait. C'est de l'œcuménisme. Pardon? C'est de l'œcuménisme. C'est de l'œcuménisme. Bon, écoutez, je vais vous répondre. Je crois que j'ai bien compris. Alors, j'ai juste introduit parce que je prétends savoir comment faire en termes de stratégie de prise du pouvoir. Mais j'ai discuté avec les différents dirigeants nationalistes. Bon, ils m'ont ramené. Bon, alors, d'abord, pour vous, c'est quoi le nationalisme? Alors, définissez. Je tiens ça d'un stage nationaliste. On m'explique que le nationalisme, c'est la vision politique du patriotisme. Non. Non. Écoutez, vous ne voyez pas la différence entre nationalisme et patriotisme. J'en ai parlé à plusieurs reprises. C'est dans mon livre Le nationalisme français que vous devrez lire parce que ça vous éviterait de dire certaines contre-vérités, cher monsieur. Qui a et laissez-moi parler, s'il vous plaît. Personne. Je vous les ai laissés parler. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Alors, vous parlez des nationalistes. Vous faites allusion à qui? Pardon? Vous faites allusion à qui? Quels sont les nationalistes pour vous? D'abord, vous ne m'avez pas répondu au point de vue bonne définition du nationalisme. Vous ne savez pas ce que c'est. Ce que vous dites correspond à un magma qui n'est pas défini. Alors, et quels sont les nationalistes sur lesquels vous vous reposez? Il y a le PNF, il y a le mouvement pour la France, il y a Dissidence française, c'est à cela que je pense. Et alors, bon, vous pouvez me critiquer sur la définition de nationalisme, je cherche quelqu'un qui a une stratégie de prise du pouvoir. Il n'y en a pas. Monsieur, vous vous calmez d'abord, s'il vous plaît. Alors, petite histoire du nationalisme, comment? C'est pour votre illustration quand même. Petite origine sur l'origine du nationalisme en France. Pourquoi est-ce que le nationalisme apparaît à la fin du XVIIIe siècle? Il apparaît en réaction aux idées internationalistes des tenants de la Révolution, qui dès le départ, comme je l'ai décrit tout à l'heure, étaient les partisans de la République universelle. Ça a été la réaction. Notamment avec les livres de Baruel, etc., qui dénonçaient déjà le complot judéo-maçonnique. À partir de là, donc, c'est une réaction. C'est une réaction en défense de l'héritage national. Donc, pour les nationalistes, la nation n'est qu'une traduction. La nation est le support d'un peuple avec un dessein national, avec un dessein et un destin national. Or, malheureusement, dans nos milieux, on mélange tout. Vous avez des gens qui se disent nationalistes, mais qui se réfèrent au principe de 1789. Il faut le faire, il faut un certain aveuglement quand même. D'autres qui confondent patriotisme et nationalisme. Ça, j'y ai répondu dans mon livre Le nationalisme, et notamment dans certaines conférences. Observez bien ce qui se passe au moment de la dernière guerre mondiale. Entre ceux qui rallient De Gaulle, vous avez mon livre sur De Gaulle, et ceux qui rallient le maréchal Pétain.
Ça correspond justement à deux réactions différentes. Ceux qui ont rallié De Gaulle l'ont fait par réaction sentimentale face à l'occupation du territoire. Ils réagissent par patriotisme. Ceux qui ont rejoint la Révolution nationale du maréchal Pétain le font par réflexion politique doctrinale, parce qu'ils avaient compris que derrière la défaite, la débâcle, il y avait eu une première défaite due à une invasion intellectuelle de la France par les idées de la Révolution. Et que si on voulait combattre cet ensemble, il fallait tourner le dos au sophisme de la Révolution. Ce que l'on ne trouve pas dans ces soi-disant structures que vous citez, qui ne sont pas nationalistes, et que je dénonce régulièrement. C'est pourquoi ils en veulent autant. C'est comme ça, monsieur pouvait sourire. Je pourrais aussi sourire, mais vous me donnez franchement pas envie de sourire, parce que vous êtes l'exemple type des gens qui ne comprennent pas. C'est dommage. Alors, si vous voulez comprendre, c'est pas pour vendre un livre de plus, je vous conseille deux choses. Lisez mon livre sur le nationalisme français et celui sur De Gaulle. Après, on en reparlera. Je peux juste dire un mot. Oh, je vous en prie, je vous les ai déjà laissé parler, ça ne me dérange pas. Je suis... Enfin, comment je dirais, je ne dis pas ça pour... Enfin, vous êtes certainement beaucoup plus compétent du point de vue histoire que je ne le suis. Je prétends avoir réfléchi à la stratégie de prise du pouvoir. Qui a réfléchi à cette question-là en France? Plutôt. Je crois justement y avoir réfléchi dans mon livre « Le nationalisme français », que j'ai écrit d'abord pour rappeler quel était notre héritage, et ensuite quelles étaient les solutions. Pourriez-vous la résumer, cette stratégie de prise du pouvoir? En résumé, je viens de vous le dire, il faut tourner le dos au principe de 1789. Tout part de là. Mais qu'est-ce qu'on fait demain matin? Bon, je crois vraiment, c'est un dialogue de sourds. Tout part de la possession du pouvoir. Il faut prendre le pouvoir. Alors, comment prendre le pouvoir? Il faut commencer par convaincre le maximum de Français que le pouvoir qui nous dirige est un pouvoir hostile à la nation et au peuple français. Qu'ont fait les révolutionnaires? Ils ont commencé par mettre des idées fausses dans le crâne de leurs contemporains pour pouvoir conquérir le pouvoir. Nous devons donc faire le principe, la démarche contraire, en leur apprenant qu'on leur a menti et qu'ils en subissent les conséquences. Ce n'est pas en rêvant d'une bonne élection avec un Le Pen ou un Tartampion quelconque qu'on va y arriver. Tout à fait d'accord. Ah bon, c'est déjà ça. C'est bien. Donc voilà, il faut reconquérir les esprits. C'est ce que j'essaye de faire, conférence après conférence, livre après livre, sujet par sujet. Je peux dire encore un mot? Ce que vous dites là, je suis convaincu que vos livres sont très intéressants. Vous touchez le meilleur discours du monde, touche 1% de la population française, je suis large. Et c'est un rêve d'imaginer que ce que vous venez de dire, que vous avez touché les 99%. C'est un rêve. Ça ne suffit pas en termes de stratégie, c'est une erreur stratégique de dire je vais avoir le bon discours. Alors, je vous écoute de toutes mes oreilles, et sans doute tout le monde ici. Quelle est votre stratégie? Alors, je vais peut-être en choquer certains, mais je pense que dans l'histoire, il y a des gens qui ont mis au point un outil qui a été efficace. Ce sont les communistes. Ça s'appelle l'agit-prop. Mais ceux qui ont entendu parler de l'agit-prop, en général, l'interprètent de travers. L'agit-prop, c'est la somme de deux actions, la propagande et l'agitation. Ce dont vous parlez, qui doit être fait, c'est la propagande. C'est-à-dire, alors on peut dire comment on le fait, mais pourquoi pas comme vous le dites, en expliquant les choses avec, vous avez parlé de destin national, bon, on explique quel est ce destin national, il faut le faire. Ça s'appelle la propagande au sens pur, c'est-à-dire un discours long, compréhensible par peu de monde, je dirais 1% dont je suis large. Et en complément, il y a l'agitation. L'agitation, ça consiste en un discours très court, 2 ou 3 mots, alors non pas un, mais quelques-uns qu'on choisit stratégiquement, permettant de faire avancer plusieurs millions de personnes.
Et il faut conjuguer les deux. Et dans une organisation politique, ça implique obligatoirement la division du travail. C'est-à-dire que certains font leur propagande, donc ils s'affichent avec les risques que ça comporte, ça doit être fait. Ce que vous faites, c'est bien. En complément, il doit y avoir des gens qui jouent les sous-marins, parce que ça ne peut pas être autrement, et qui effectivement trouvent le bon mot d'ordre sur tel ou tel terrain stratégique pour faire déplacer plusieurs millions de personnes. Et à ce moment-là, on avance. C'est ce que les communistes ont fait efficacement pendant 50 ans, au moins. Alors, je ne suis pas du tout communiste. On peut très bien ne pas partager le projet communiste que tout le monde connaît. Je ne sais pas si j'étais là, c'est pas du tout mes idées. Mais par contre, il faut distinguer entre un projet de société, par exemple le projet communiste, et l'outil. Et donc, ce que je défends, c'est que je dis c'est un outil qui, historiquement, a fonctionné efficacement. Et, par exemple, Maurras a écrit un livre sur la stratégie qui s'appelle « Si le coup de force est possible », qui est extrêmement primaire et rudimentaire. Il a été écrit en 1910. Quelques années après, il y a la Révolution de 17. Jamais il a réfléchi à la technique de la Révolution de 17. Bon, je peux dire un mot? Oui, j'ai fini, merci. Merci. Bon, vous avez entendu ce que j'ai dit aujourd'hui. Oui. Et alors, dans mon esprit, ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'était à la fois de la formation politique et à la fois pousser l'indignation des Français. Donc c'était aussi de l'égide propre. Non. Ah ben si. Non. Dans la mesure où j'explique aux Français qu'on les trompe, qu'on veut leur mort, c'est tout de même de l'égide propre. Cher monsieur, il y a 1% des Français qui peuvent comprendre ça. 1%. Mais écoutez, pourquoi se fait-il... Attendez. Une télé pourrie avec des acteurs et autres qui abrutissent le peuple. Et Torres et Duclos, ça a été leur chance. Il n'y avait pas cette télé-là. Maintenant, le peuple est complètement abruti. Donc justement, il faut reprendre les choses par la base. Il faut reprendre les choses par la base. Donc, et c'est ça, pour ceux qui me connaissent depuis déjà longtemps, vous savez très bien comment j'agis. Je rappelle quelle est l'histoire, je repose les bases de l'histoire, et j'essaye d'indigner mes compatriotes. Et pour ça, effectivement, il faut des courroies de transmission. Il faut alerter. Pour alerter, justement. Or, depuis que j'ai relevé la bannière en 2001, en reprenant l'héritage de mon père, j'ai assisté au silence de nos milieux envers ce que j'ai dit. Alors, moi, je veux bien me battre, je me bats, il n'y a aucun problème. Mais je dénonce simplement la connivence de nos milieux avec l'ennemi. C'est aussi simple que cela. Donc, ma stratégie est toujours la même. Rappeler ce que sont réellement les données de l'histoire pour indigner les Français. Mais encore faut-il qu'il y ait des caisses de résonance suffisantes pour que ça parvienne au maximum d'oreilles de Français. Autre observation que je voudrais vous faire, parce que vous n'avez pas tout à fait tort, heureusement, c'est que toutes les révolutions ont été faites par une minorité. Bien sûr. Toutes. Donc, mon but n'est pas d'avoir 99,999% des Français, mais de constituer une élite qui, un jour, du fait de la force des événements, sera dans une situation révolutionnaire. On doit avoir les cadres. Rappelez-vous, ceux qui étaient là à ma dernière conférence, je crois que c'était du 12 mars, la leçon de Vichy. Ce que j'ai dénoncé justement de Vichy, il n'avait pas les cadres pour s'imposer face à la révolution gaulo-communiste. Si on n'a pas les cadres, on ne peut rien faire. Philippe Henriot et Ron Paquet, quand même, c'était pas mal. Bien entendu, j'en parle justement dans mon livre sur De Gaulle, j'en parle, justement. Donc tout est là, il faut à la fois remettre l'histoire à l'endroit et en même temps indigner nos compatriotes face aux mensonges dont ils sont victimes. C'est comme quelqu'un qui attrape une infection, qui se gratte, qui ne sait pas d'où ça vient. Il faut lui expliquer d'où ça vient pour pouvoir le guérir. Point. Bon, autre question ?
C'est pas vraiment une question, c'est le professeur Raoult, même dans nos milieux, il a été critiqué, voire même. Ben, bien entendu. Ah, mais c'est ça qui m'amuse d'ailleurs avec lui, parce que tout de même, il n'est pas franchement de nos milieux. Il est marié à une juive et ses enfants sont dans une école juive. Il faut le savoir quand même. Or, cet homme, d'abord, il a toute la clique de la filière juive de la santé en France. Ceux qui s'occupent de notre santé. Buzain, Salomon, Lévy, Hirsch et tutti quanti. Mais, en plus de ça, non seulement il les dérange avec son traitement, mais j'ai découvert qu'il ne croyait pas du tout à la théorie de l'évolution de Darwin. Oh là là, c'est pas bien ça. Qu'il ne croyait pas du tout au réchauffement climatique. Alors là, c'est pas bien du tout. Donc voilà. Et ça, c'est le pragmatisme nationaliste. On s'appuie sur les éléments qui partagent des principes proches des nôtres, et s'il y a des choses qui nous dérangent, on ne lui crache pas dessus. On l'aide à progresser encore plus. Ça a toujours été ma tactique. Par contre, les soi-disant amis, vous savez très très bien ce que j'en pense. Les soi-disant amis, vous savez ce que j'en pense. Je crois que j'en ai assez dit tout à l'heure. Donc voilà, bien, aujourd'hui, tactiquement, je suis plus proche d'un professeur Raoult et d'un professeur Perron, qui est protestant, pour le savoir aussi. Donc vous voyez, on ne rejette personne, que de soi-disant personnes qui se disent nationalistes dans nos milieux, sans savoir ce qu'est le nationalisme.